Bonsoir, bienvenue à notre webinaire sur les repas, un jeu d'enfant. Donc, pour cette séance numéro 1, on va regarder les facteurs qui influencent les difficultés d'alimentation chez l'enfant autiste. Mon nom, c'est Véronique Chiasson, je suis ergothérapeute autorisée en Ontario. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Je suis ergothérapeute en pratique privée et je suis aussi directrice clinique pour les services en français avec Quick Start Early Years. Donc, je me suis dit, un petit visuel amusant. Vraiment, est-ce que les repas, c'est un jeu d'enfant? On va voir, on va en parler. Notre aperçu de la présentation, on va regarder comment les difficultés d'alimentation se manifestent chez les enfants autistes. C'est quoi les facteurs qui entrent en jeu? Donc, les facteurs comportementaux, environnementaux, sensoriels, oromoteurs et moteurs. Donc, c'est ça qu'on va couvrir dans la séance d'aujourd'hui. À n'importe quel moment, s'il vous plaît, mettez vos questions dans la boîte de questions-réponses et ça va nous faire plaisir d'y répondre à la fin du webinaire. Comment on se sent lorsqu'on parle des temps de repas? J'attends un petit peu voir qu'est-ce que ça amène chez vous comme parents là, quand on parle de temps de repas. Ça amène beaucoup de différents sentiments, hein, ce sentiment de responsabilité, parce que depuis la naissance, l'alimentation de nos enfants, c'est un rôle primordial là, dans notre rôle de parent. On est très investi parce que c'est, quand ils sont bébés, c'est étroitement lié à leur survie. Donc, leur survie, leur développement, leur bien-être. Donc, ça amène beaucoup d'émotions de la part des parents. Je dis de notre part parce que je suis aussi un parent. Donc, ce temps de repas-là, quand ils vont pas comme on s'attendrait, ça peut amener vraiment des sentiments et des émotions assez fortes chez les parents ou les aidants naturels là, des enfants. Un petit peu d'informations sur l'alimentation et l'autisme. Donc, en général, dans la population générale des enfants, entre 1 et 50 des enfants peuvent avoir des difficultés d'alimentation dans la petite enfance. Dans la petite enfance, on parle avant l'entrée à l'école. Donc, c'est quand même beaucoup dans la population générale. C'est plus fréquent qu'on pense. Et si on regarde chez les enfants autistes, 46 à 89 des enfants vont avoir des difficultés reliées à l'alimentation. Donc, ce qu'on remarque chez les enfants autistes, c'est l'augmentation rapide des difficultés d'alimentation. Donc, s'ils sont pour avoir des difficultés d'alimentation, il y a une augmentation rapide entre 15 mois et 36 mois, donc avant 3 ans habituellement. Donc, le plus tôt on intervient, le mieux, mais on peut intervenir à n'importe quel âge, bien sûr. Donc, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a quand même, comme on a dit, quand même une grande proportion des enfants autistes qui ont des difficultés d'alimentation dans la petite enfance. Donc, les enfants qui ont des difficultés dans la petite enfance, il y a jusqu'à 9 des enfants que ça va continuer au-delà de la petite enfance pour développer des difficultés significatives chroniques, qu'on dit. Donc, selon les recherches, là, c'est jusqu'à près de 9 26 des enfants jusqu'à l'âge scolaire. Donc, c'est quelque chose qui peut être présent pour quelques années et pour certains enfants, ça va être présent jusqu'à l'âge adulte. Les difficultés d'alimentation, ce qu'on sait, c'est pas nécessairement relié étroitement à ce qu'on dit là, la gravité des signes d'autisme, donc le niveau de soutien que l'enfant autiste a besoin, mais c'est surtout étroitement relié à des comportements perturbateurs. Donc, le plus l'enfant a des comportements perturbateurs de façon générale, il y a plus de chances d'avoir des difficultés d'alimentation également. Un petit peu d'autres informations, ben, c'est quoi les difficultés communes qu'on peut remarquer? Donc, il y a les troubles gastro-intestinaux.
Donc, troubles au niveau de la digestion, constipation chronique, c'est très commun. Régurgitation, donc quand la nourriture remonte. Diarrhée chronique aussi, c'est possible. Donc, ça, c'est des difficultés assez communes. Les restrictions alimentaires, ça en est un autre. Où est-ce que l'enfant va avoir des insistances, par exemple, parce que des insistances sur la similitude, des difficultés avec les changements, des choses comme ça. Donc, l'enfant peut avoir des restrictions alimentaires. Ça peut apporter des difficultés au niveau de l'apport calorique et de l'apport nutritif, donc les nutriments que l'enfant absorbe, parce que justement, s'il y a des refus ou de la sélectivité, il va avoir des difficultés à aller chercher l'apport calorique et nutritif approprié pour son niveau de développement. La néophobie, c'est la peur des nouveaux aliments. Donc, peur d'essayer des nouveaux aliments. Je suis certaine que ça, vous avez peut-être déjà vu ça avec votre enfant ou entendu parler. Il y a aussi des moments de repas prolongés. Donc, ça, c'est quelque chose qui va souvent être un motif de référence, par exemple en ergothérapie, donc où est-ce que les repas peuvent prendre énormément de temps. Donc, on parle des heures. Donc, ça, c'est quelque chose qui est souvent vu. Au niveau aussi des comportements perturbateurs, au niveau des repas, au moment des repas. Donc, ça, c'est une autre raison de référence qu'on va voir aussi. Et une autre difficulté qu'on peut remarquer, c'est les difficultés oromotrices. Ça, on va en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut expliquer ces difficultés-là? Donc, on va parler à travers divers facteurs qui vont influencer, ils pourraient amener ces difficultés-là. Pour les troubles gastro-intestinaux, on recommande fortement de consulter avec un professionnel de la santé, médecin ou diététiste, parce que en tant qu'ergothérapeute, ça, c'est hors de mon champ de pratique. Donc, je vais juste le mentionner. Donc, on va regarder maintenant comment, dans le fond, quels professionnels sont impliqués dans les difficultés d'alimentation. Donc, il y a beaucoup de différentes, comme on a vu, difficultés d'alimentation possibles. Il y a différents professionnels et différentes approches qui sont impliqués dans l'évaluation puis l'intervention pour les difficultés d'alimentation. J'en ai nommé quelques-uns ici. Par exemple, le médecin va être en charge plutôt de l'état de santé global de l'enfant, va regarder la gestion du cas dans son ensemble, des références aux spécialistes si nécessaire. Donc, ça, c'est quelque chose qui va que le médecin va être impliqué tout au long de la vie de l'enfant. Donc, c'est très important qu'il soit impliqué dans les difficultés d'alimentation parce qu'on va toujours regarder est-ce qu'il y a une raison médicale avant de regarder d'autres choses. Ensuite, on a le diététicien qui va regarder l'apport calorique et nutritif, les repas équilibrés, tout ça. Donc, qu'est-ce que l'enfant a besoin pour être en santé? Au niveau de l'orthophoniste va regarder les structures oromotrices. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour manipuler la nourriture, avaler, toutes ces habiletés-là. L'orthophoniste peut regarder ça au niveau de l'alimentation. L'ergothérapeute, ça c'est moi, j'aime bien ce sujet-là, bien sûr. Aménagement de l'environnement, les habiletés sensorielles, le traitement de l'information sensorielle, puis comment ça peut influencer les temps de repas. Au niveau moteur, pas juste au niveau oromoteur, mais au niveau de la motricité, qui pourrait peut-être contribuer à certaines difficultés. Puis, de façon générale, le fonctionnement de l'enfant dans les moments de repas. Ensuite, on a l'analyse du comportement. Donc, le soutien comportemental au moment des repas, l'analyse des comportements perturbateurs et le soutien comportemental pour l'enfant et la famille au moment des repas. J'ai mis la famille aussi dans l'approche multidisciplinaire parce que ce qu'on sait, c'est que cette approche interdisciplinaire-là, travailler de concert ensemble, c'est ce qui est recommandé. Par exemple, il y a des collègues, Smile, Raphaël et Perlin, qui ont développé une approche qu'on dit l'approche MOBSI, donc médicale, oromoteur, comportementale, sensorielle et environnement. Donc, ils regardent vraiment tous ces aspects-là pour expliquer et approcher les difficultés d'alimentation chez l'enfant. On
on va parler en premier des facteurs comportementaux. Comment certains comportements des enfants autistes au moment des repas peuvent nous aider à expliquer les défis qu'on peut observer ou comment est-ce que les défis peuvent amener des difficultés de comportement. Donc ça va ensemble. Donc, c'est quoi un comportement? Donc, je ne vais pas entrer énormément dans les détails parce que je ne suis pas analyste du comportement. Par contre, comme ergothérapeute, ça m'intéresse parce qu'on travaille ensemble dans une équipe. Un comportement, c'est tout ce qu'une personne peut dire ou faire. Donc, un comportement peut être un comportement qu'on dit positif ou pourrait être un comportement perturbateur qui n'est pas attendu, par exemple, en réponse à quelque chose. On va regarder un petit peu plus en détail. Un comportement peut être influencé par des facteurs intrinsèques ou extrinsèques, donc internes ou externes à la personne. C'est quoi un comportement perturbateur? Un comportement perturbateur, c'est un comportement qui empêche la personne de participer pleinement dans sa vie quotidienne et qui peut amener de la détresse chez cette personne-là et ou son entourage. Donc, bien comprendre pourquoi un comportement perturbateur survient peut nous aider à mieux intervenir. Donc, ce comportement-là, que ce soit un comportement qu'on dit positif ou perturbateur, peut être influencé par des facteurs internes. Si on pense à la nourriture et l'alimentation, qu'est-ce qui pourrait être un facteur interne? Par exemple, un facteur interne pourrait être une douleur que je ressens parce que j'ai trop mangé, par exemple, et ça pourrait amener un comportement perturbateur. Donc, c'est un facteur à l'interne, dans mon corps. Un facteur extrinsèque, donc à l'externe, ça serait peut-être plutôt les aliments qui sont présentés pourraient amener un comportement perturbateur si, par exemple, c'est un aliment là, qui fait partie là, des aliments qui sont refusés, par exemple. Donc ça pourrait être le fait de voir l'aliment pourrait être un facteur externe. Donc, le comportement serait amené par quelque chose qui est à l'extérieur de l'enfant ou de la personne. Donc, si on sait ça, il y a des facteurs internes, il y a des facteurs externes. Ensuite, qu'est-ce que je veux voir, c'est est-ce qu'il y a une explication pour ce comportement-là qui pourrait être relié à la santé. Donc, avant d'intervenir au niveau comportemental ou intervenir au niveau là, sensoriel, toutes les autres choses qu'on va regarder, on se pose toujours la question, est-ce qu'il y a une explication médicale ou reliée à la santé qui pourrait expliquer le comportement perturbateur qui survient au moment des repas? On va toujours vérifier ça en premier. Maintenant, on va regarder pourquoi les comportements pourraient survenir. Donc, là, j'ai eu ma première étape où est-ce que je sais que ça pourrait être une cause interne, externe. Ensuite, nos collègues analystes du comportement, ils expliquent bien pourquoi le comportement survient. On va regarder, on va essayer de chercher ce qu'on appelle la fonction du comportement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le résultat que ce comportement-là essaie, qu'est-ce que la personne essaie d'accomplir avec ce comportement-là? Ça pourrait être obtenir quelque chose. Par exemple, l'enfant pourrait crier pour obtenir un aliment préféré. Ça peut être un comportement perturbateur parce qu'il peut être en détresse, parce qu'il ne sait pas comment le communiquer, par exemple. Ça pourrait être un comportement perturbateur parce qu'il pourrait crier et ça amène de la détresse dans son environnement. Il pourrait aussi crier pour éviter quelque chose. Comment est-ce que je vais savoir lequel des deux est vrai? Je dois regarder ce qui vient avant le comportement et ce qui vient après le comportement. Après que l'enfant ait crié, par exemple. Avant et après. Donc, je vais regarder ces aspects-là pour essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce que l'enfant essayait d'accomplir avec le cri. Une autre façon d'aborder le comportement, c'est de tenter de comprendre qu'est-ce que la personne essaie de communiquer par ce comportement-là. Moi, j'aime utiliser cette façon-là, c'est que qu'est-ce qu'elle essaie de me dire, même si ce n'est pas avec des mots, qu'est-ce qu'elle essaie de me dire. Je ne vais pas trop entrer dans des détails sur le comportement, mais cette petite introduction-là est importante. On va regarder d'autres raisons pourquoi un comportement pourrait survenir. On appelle ça la régulation du comportement. Donc, je
peut... Ben là, j'ai donné l'exemple de crier. Je vais continuer sur mon même exemple. Pour obtenir quelque chose ou se désengager, pour obtenir un objet désiré ou un aliment désiré. Ça pourrait être pour demander de l'aide ou une certaine action de la part d'une autre personne. Ça pourrait être pour protester ou refuser un objet ou un aliment. Ça pourrait être pour se désengager ou protester une action. Par exemple, si par exemple, mon parent essaie de me donner à manger, je vais peut-être protester, là, je ne veux pas que la cuillère vienne vers moi, par exemple. Donc ça pourrait être un exemple. Qu'est-ce qu'elle essaie de communiquer? D'un autre côté, ça pourrait être pour une interaction sociale, ce comportement-là, le cri. Pourrait être pour demander une interaction sociale pendant le moment du repas. Pourrait être pour demander du réconfort. Ça peut être pour saluer, pour se faire remarquer. Il y a différentes raisons pourquoi un comportement pourrait survenir. Donc, je me pose toujours ces questions-là quand je vois un comportement où ma collègue analyste du comportement va se les poser en beaucoup plus de détails que moi, bien sûr. On va regarder une dernière chose, l'attention conjointe. Donc, l'attention conjointe, c'est porter attention à la même chose que quelqu'un d'autre. Donc, ça se peut que je veux commenter ou nommer ou demander de l'information. Je pourrais vouloir exprimer ou gérer là, de la frustration, de la colère, de la peur, de l'anxiété, de l'excitation ou de la joie. Hein? Quand je dis nommer ou commenter, ça peut être sur ces émotions-là aussi. Démontrer un intérêt ou une motivation. Un comportement peut être pour ces raisons-là aussi. Donc, quand je sais ça, je vais regarder ce qui vient avant, ce qui vient après, et je vais essayer de comprendre pourquoi est-ce que le comportement survient. Donc, ça, c'est une des premières choses qu'on peut regarder quand on regarde les moments de repas difficiles. Ensuite, ce que je vais regarder, c'est l'environnement. Donc, comme on a dit, hein, il peut y avoir des facteurs externes qui amènent des comportements perturbateurs au moment des repas. Donc, c'est ce qu'on appelle les facteurs environnementaux. Et moi, comme ergothérapeute, je me penche beaucoup sur cette question-là. Il y a plusieurs facteurs dans l'environnement de l'enfant puis de la famille qui peuvent agir sur les moments des repas. Il y en a 4 grands sur lesquels on va regarder. On va regarder l'environnement physique, l'environnement social, l'environnement culturel et la société. Donc, on va regarder ça un petit peu plus en détail. Qu'est-ce que l'environnement physique? L'environnement physique, c'est tout ce qui est présent autour de l'enfant au moment du repas. La table, les chaises, les assiettes, les plats, les ustensiles, qu'est-ce qui est utilisé. Ça peut avoir un effet sur un moment de repas serein ou un moment de repas plus compliqué. Comme on le disait tout à l'heure, un jeu d'enfant ou non. Par exemple, devoir rester assis. Puis il y a une présence d'une table et une chaise. Pouvoir ou non se déplacer dans l'environnement. Les habiletés motrices reliées à ça. On va en parler un peu plus en détail, mais l'environnement peut avoir un effet là, sur le moment des repas par rapport à ça. Tout ce qu'on peut voir, sentir, entendre et toucher. Est-ce qu'il y a une télévision? Est-ce qu'il y a la tablette? Est-ce qu'il y a des distracteurs dans l'environnement? Donc ça, c'est l'environnement physique. Qu'est-ce qu'il y a autour? C'est très important. Moi, je regarde toujours ça. La taille des objets, les assiettes, les plats, les ustensiles, est-ce qu'ils sont adaptés pour les habiletés de l'enfant, son niveau développemental, par exemple. Donc, on va regarder toutes ces différentes choses-là pour voir est-ce que ça soutient le moment des repas ou est-ce que ça rend les moments de repas plus compliqués. On va regarder les stratégies par rapport à ça la prochaine fois. Mais là, je voulais juste donner l'aperçu là, sur c'est quoi l'environnement physique, qu'est-ce que ça peut comprendre. Maintenant, on va regarder les aspects sociaux des repas. On a regardé l'environnement physique, donc qu'est-ce qui est autour, mais il y a aussi des gens autour. Donc, on va regarder ce que ça implique. Donc, une des choses par rapport au moment des repas, il y a l'horaire des repas ou la durée des repas. Un horaire prévisible ou non. Ce qu'on sait des enfants autistes, c'est que de façon générale, le plus prévisible que c'est, le mieux. Donc, les horaires changeants, des changements dans les moments de repas ou des choses comme ça, ou des gens qui sont autour,
peut amener des difficultés là, à ces moments-là, des difficultés reliées à l'alimentation, plutôt par rapport à potentiellement des comportements perturbateurs. Des difficultés à maintenir l'attention, donc s'il y a des gens autour, peuvent amener aussi des moments de repas qui soient plus courts ou plus longs. Une des choses qu'on sait, c'est que les enfants autistes ont des difficultés d'interaction sociale qui vont jouer sur les moments des repas. Donc, ça peut être relié à la communication, ça peut être relié à des difficultés sensorielles, reliées à ce qui se passe autour quand il y a beaucoup de personnes ou plusieurs personnes. Et ce qu'on sait aussi, c'est que dans la majorité des familles, certains repas, sinon tous les repas, ont des attentes sociales de ce type-là. Il y a des interactions sociales qui se passent au moment des repas. Une autre chose, comme par exemple, j'ai un enfant avec lequel j'ai travaillé, les moments des repas étaient très compliqués parce que il y avait de la difficulté à communiquer et ça faisait en sorte que quand il essayait de communiquer là, qu'il avait fini ou qu'il en voulait d'autres ou des choses comme ça, sa famille avait de la difficulté à comprendre. Donc, parce qu'il y a des difficultés d'interaction sociale et de communication, ça rendait le moment de repas difficile. D'un autre côté, les moments de repas difficiles peuvent amener un stress sur les relations sociales dans la famille. Donc, les attentes des parents, l'anxiété des parents face aux difficultés va affecter les relations familiales, puis la qualité de vie de la famille. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on regarde quand on regarde les aspects là, des repas qui peuvent être problématiques et compliqués. Donc, on veut aussi travailler pas juste avec la personne, mais avec sa famille aussi, parce que, comme on sait, la majorité des repas sont des moments sociaux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir ça? D'un autre côté, on va regarder aussi les aspects culturels, donc l'environnement culturel. Là, je vous pose des questions. Je n'ai pas nécessairement de réponse, mais dans votre culture, c'est quoi les attentes par rapport aux enfants durant les temps de repas? Est-ce que les enfants doivent rester assis? Est-ce qu'ils doivent rester assis avec les adultes ou ils s'assoient avec les enfants à une petite table? Là, je vous dis ces exemples-là, c'est parce que je les ai vus, je les connais, j'ai travaillé avec différentes familles, donc il y a différentes attentes. Est-ce que les enfants sont attendus qu'ils doivent manger tout ce qui est dans l'assiette? Est-ce qui est donné par l'adulte? Ou est-ce que l'enfant peut faire des choix ou non? Donc, ça peut être des aspects culturels. À quel âge est-ce qu'ils doivent manger seuls? Dans certaines cultures, les parents nourrissent les enfants à la cuillère jusqu'à presque 4 ans. Et dans d'autres, les enfants doivent manger seuls très tôt. On s'attend qu'ils soient autonomes très tôt. Donc, ça a un impact sur les attentes de la famille. La culture a des impacts sur les attentes de la famille envers leur enfant. Et si leur enfant ne peut pas rejoindre ces étapes-là au moment attendu, ça peut créer des frictions entre le niveau de l'enfant, ce qu'il est capable de faire, et les attentes des parents et de la famille. Ensuite, c'est quoi les attentes de la société en général par rapport à l'alimentation des enfants? Ça, c'est une autre question. Les médias sociaux, ils mettent l'emphase là, sur que c'est les parents qui préparent la nourriture et c'est les enfants qui mangent. De plus en plus, on voit aussi beaucoup de messages sur l'alimentation équilibrée, l'alimentation santé. Donc, beaucoup de jugements perçus peuvent peser là, lourd sur les parents qui ont un enfant autiste qui mange juste des croquettes de poulet, du McDo et des alphagetti, par exemple. On peut voir comment c'est jugements perçus, parfois c'est des vrais jugements, mais parfois aussi juste des jugements parce que ce que l'enfant mange n'est pas ce que la société en général prône comme étant de l'alimentation santé. Donc, le parent peut avoir cette pression-là, faire en sorte qu'il y ait de la difficulté à gérer le soutien que son enfant a besoin versus les pressions de la société. Donc, ça, c'est des choses que moi, comme ergothérapeute, je vais souvent parler avec les familles quand on va parler d'alimentation. C'est quoi vos attentes? Puis est-ce qu'elles sont réalistes par rapport à ce que votre enfant a besoin comme soutien pour réussir et avoir des moments de repas, là, comme on dit, plus sereins, là?
Ça, c'est une question qui est très importante. C'est pour ça que je vous ai posé cette question-là pour que vous y pensiez. C'est quoi vos attentes? Soit votre famille, votre culture, quelle attente de la société vous sentez là, qui pèse beaucoup sur vous aussi. On va regarder maintenant un autre aspect des facteurs là, qui affectent le moment des repas. Si vous avez participé à un webinaire sur la sensorialité, cette image-là, elle va peut-être vous être familière. J'ai repris la même image que ma collègue m'avait bien gentiment partagée. Si on prend cette image-là en compte au moment des repas, on peut s'imaginer que plusieurs sens de nos sens sont reliés à l'alimentation. Je vais donner des exemples spécifiques sur chacun. Et c'est des exemples que j'ai eus en clinique avec certains enfants. L'odeur des aliments. Donc, l'odorat, le premier. Ou l'espace, l'odeur dans l'espace. Par exemple, j'avais un ado avec lequel j'ai travaillé qui ne pouvait pas manger parce que la cuisine, où il était assis pour manger, avait des odeurs difficiles pour lui à gérer. Pas la nourriture comme telle, l'odeur. Donc, il ne pouvait aussi pas manger à la cafétéria, par exemple. Parce qu'il y avait aussi différentes odeurs, là, par exemple, soit des parfums ou des déodorants de d'autres élèves ou des choses comme ça. Donc, si on pense à ces facteurs sensoriels-là, ça causait par la suite des moments de repas difficiles. Donc, ça, c'était un facteur qu'il fallait vraiment prendre en considération là, quand on planifiait les moments des repas. Ensuite, on a le goût. Ça, c'en est un bon. Là, il y a différentes saveurs. Sucré, salé, amer, épicé. Donc, selon les facteurs sensoriels là, qui rentrent en ligne de compte, moi, j'ai travaillé avec un enfant qui ne mangeait sa nourriture que s'il y avait du vinaigre ou du ketchup dessus. Donc, cet enfant-là, il était plus en recherche sensorielle. Donc, il aimait là, ces sensations fortes-là. Un autre enfant avec lequel j'ai travaillé ne tolérait pas le sucré. Donc, il ne mangeait aucun fruit, aucun dessert. Donc, rien, là, vraiment des aliments là, qu'on pense que les petits enfants aiment beaucoup. Là, pas de bonbons, rien de ça. Donc, c'est surprenant pour la famille, parfois, qui s'attendrait qu'un enfant mange ces aliments-là. Par la suite, on a le toucher. Le toucher. Qu'est-ce que le toucher vient par rapport à faire avec l'alimentation? Ben, dans le toucher, on a la texture de l'aliment. Comment est-ce que l'aliment, que ce soit avec mes doigts ou quand il est rendu à ma bouche, comment je le sens? Avec mes lèvres, la langue, le dent de la bouche, par exemple, le palais, les joues, tout ça. Donc, la texture, ça rapport au toucher et aussi la température des aliments. Plusieurs enfants vont démontrer de la difficulté avec une ou plusieurs textures. Donc, j'ai des enfants qui veulent juste manger du croquant, par exemple. Ou d'autres enfants qui ont de la difficulté à passer à l'alimentation solide et ils vont préférer les textures molles ou purées. Donc, ça, c'est un exemple du toucher. Une autre chose, c'est le changement de texture. Donc, par exemple, si un aliment, quand je le prends, parfois il est mou, parfois il est plus solide, ça peut être difficile. Par exemple, je viens du Nouveau-Brunswick, moi, les bleuets, ça fait partie de notre diète. Il n'y en a pas un pareil. Il y en a parfois, imaginez, là, vous avez une tendance forte pour la similitude et que certains aliments mous vous donnent mal au cœur. Et là, vous avez un bleuet croquant, ça va. Et là, d'un coup, le prochain, c'est un mou. On pourrait s'imaginer pourquoi manger des bleuets pourrait être compliqué par la suite. Donc, j'ai justement un enfant avec lequel j'ai travaillé qui ne peut pas manger de bleuets parce qu'il n'y en a pas un qui goûte pareil ou qui a la même texture. Pour la température, certains enfants ne vont pas tolérer le chaud ou le froid ou les changements de température. Donc, si
sont habitués de manger les croquettes à température de la pièce, par exemple, et que là, ils sont trop chauds ou trop froids, on pourrait avoir un refus de les manger parce que il y a un changement là, dans la température. Donc, ça aussi, ça peut être commun. Un autre aspect important que parfois on n'y pense pas toujours, mais j'ai plusieurs enfants avec lesquels je travaille qui ont vraiment des préférences visuelles, sont vraiment sensibles à certaines choses. Donc, la couleur, la forme, le format ou la présentation visuelle dans l'assiette ou du plat va avoir un impact là, sur l'enfant et son habileté à accepter l'aliment ou non. La couleur des emballages ou même reconnaître la marque, ça aussi. Donc, si ce n'est pas la même marque, ça doit être, par exemple, les croquettes du Saint-Hubert, ça ne peut pas être celle du McDo parce qu'elles ne sont pas pareilles. Ça, c'est quelque chose qui est fréquent aussi. Cette présentation visuelle-là. Donc, s'ils sont coupés différemment, donc ça peut amener, donc il y a un changement, c'est difficile, on est habitué à ce que ça ressemble à quelque chose. Ça peut être quelque chose qui va avoir un impact là, sur l'enfant et son habileté à accepter la nourriture ou non. Pour l'ouïe, comment est-ce que l'ouïe pourrait amener des difficultés au niveau des repas? Ben, c'est pas vraiment impliqué dans l'alimentation, n'est-ce pas? Mais par contre, si on parle que les moments de repas sont souvent des moments sociaux, les bruits pendant les repas pourraient affecter l'habileté de l'enfant là, à se concentrer sur le moment du repas ou ça pourrait même causer de la détresse. Donc, si je pense à un enfant qui est habitué à passer des moments de repas tranquilles à la maison avec juste maman ou papa, et là, on fait une transition, par exemple, à la garderie où est-ce que là, il y a plusieurs enfants et beaucoup de bruit, qu'on a un enfant qui a peut-être des sensibilités au son, le moment de repas pourrait venir difficile. Donc, c'est pour ça qu'il faut que, comme ergothérapeute et comme équipe, on doit regarder différents facteurs pour voir qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui veut se passer. L'interoception aussi est importante comme facteur sensoriel. Donc, l'interoception, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Les signaux de faim, par exemple, de fatigue, les battements de mon cœur, tout ça, ça fait partie de l'interoception, les sentiments à l'intérieur. Donc, le sentiment de faim ou de satiété, donc je suis pleine, ça, c'est aussi un facteur sensoriel là, qui peut entrer en ligne de compte au moment des repas. Par exemple, j'ai des enfants ils ne savent pas quand ils ont faim, donc ils ne pourront pas nous communiquer qu'ils ont faim. Et peut-être qu'eux ne savent même pas qu'ils ont faim. Donc, le refus au moment des repas pourrait être expliqué comme ça. Et d'autres enfants, où est-ce que c'est le contraire, il semble qu'il n'y a pas de fond et qu'ils ne savent pas quand ils sont pleins. Donc, les signaux d'interoception qui nous disent que je suis plein ou pas sont les informations qui ne communiquent pas comme à l'habitude. Donc, ça peut amener là, des difficultés à ce niveau-là. Donc, on avait un enfant qui mangeait tout ce qu'il voyait et tout ce qu'on lui présentait, là, il aurait pu continuer de manger. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il a fallu comme lui montrer, à apprendre que, OK, là, j'ai mangé une bonne portion, j'ai fini pour l'instant, on va revenir plus tard et manger à un autre moment. Donc, ça, c'est pour les différents facteurs sensoriels qui peuvent entrer en ligne de compte. Donc, quelques exemples au moment des repas. Maintenant, on va regarder les facteurs oromoteurs et moteurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'alimentation? C'est un aspect très important. Donc, chez l'enfant, donc qu'est-ce qui pourrait être des difficultés qu'on dit oromotrices? Donc, il y a la déglutition, donc avaler, donc pouvoir avaler la nourriture, déplacer la nourriture dans ma bouche avec la langue et les joues, mâcher, donc mastiquer, et prendre des bouchées, donc pouvoir prendre un aliment et prendre une bouchée et pour ensuite ressortir le reste et juste avoir une bouchée qui est entrée dans la bouche, par exemple. C'est un petit peu difficile à montrer comme ça. Il faudrait peut-être que je mange quelque chose de vrai pour vous montrer, mais c'est ce que
qu'on regarde là, par rapport à comment est-ce que les différents facteurs oromoteurs. Une des choses qu'on sait chez les enfants autistes, c'est qu'il peut y avoir un délai du passage là, des liquides ou des purées au solide. Donc, ça, c'est quelque chose qui est fréquent. Aussi, un retard dans le développement des habiletés à mastiquer, à mâcher. Donc, ce qu'on veut voir, dans le fond, c'est qu'on veut regarder les habiletés oromotrices de l'enfant pour offrir de la nourriture qui s'adapte à son niveau. Donc, on va en parler plus en détail à notre prochain webinaire quand on va parler des stratégies. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il peut y avoir des retards dans le développement de la mastication et de la difficulté de passer là, au solide. Donc, pour avaler, certains enfants peuvent avoir de la difficulté à avaler certains aliments ou textures. Donc, des problèmes plus graves peuvent causer de l'étouffement, par exemple, parce que si l'enfant a de la difficulté à avaler, la nourriture pourrait descendre, pas dans l'esophage, mais descendre plutôt vers la trachée, donc vers les poumons. Donc, ça, c'est quelque chose que si on voit que l'enfant tousse beaucoup ou à certains moments, là, c'est des choses qu'on va faire vérifier là, on va en parler au médecin et ensuite on va peut-être faire consulter par une orthophoniste dans une équipe là, de traitement d'alimentation pour être certain qu'il n'y a pas de danger. Déplacer la nourriture dans la bouche, utiliser les dents, la langue, les joues pour défaire la nourriture, pour pouvoir ensuite l'avaler. Mâcher, utiliser les grosses dents pour mâcher à l'extérieur, à l'arrière. On remarque plus de difficultés de mastication de certains aliments dans la petite enfance. Donc, par exemple, la viande donc, peut être plus difficile parce que, justement, ça nécessite là, une habileté à mâcher plus développée. Donc, de ce côté-là, ça, c'était plus pour oromoteur. Du côté moteur, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour manger, il y a différentes postures, il y a différents muscles, de positions et mouvements que je dois faire. Un des premiers, c'est se tenir assis. Donc, un enfant avec des difficultés d'équilibre et des difficultés motrices pourrait avoir des difficultés au moment des repas. Par exemple, un enfant qui a de la difficulté à rester assis parce qu'il a des difficultés d'équilibre pourrait essayer de garder sa posture en bougeant. Donc, pourrait avoir l'air d'un enfant qui gigote, pourrait être un enfant qui se lève souvent, mais ça pourrait être causé par une difficulté d'équilibre qui fait en sorte que la posture assise est difficile. Donc, s'il y a un meilleur soutien assis, pourrait peut-être moins gigoter ou rester assis plus longtemps. Un autre côté aussi, où ce que les habiletés motrices entrent en ligne de compte, c'est saisir la nourriture avec les doigts ou avec des ustensiles. Donc, la motricité fine peut affecter là, ce qu'on appelle l'auto-alimentation. Donc, s'alimenter tout seul, manger tout seul. Plusieurs enfants peuvent devenir frustrés et même refuser de manger parce que s'ils veulent être autonomes, donc ils veulent le faire tout seuls, mais qui ont de la difficulté à prendre la nourriture, ça peut causer des moments de détresse et peut-être des explosions comportementales aussi. Apporter la nourriture à la bouche. Donc, ça, c'est une habileté qu'on dit qui est visuomoteur ou coordination motrice. Donc, je dois pouvoir, sans voir ma bouche, amener la nourriture à ma bouche. Donc, il y a des enfants qui ont des difficultés avec ça, où est-ce qu'apporter la nourriture à la bouche peut être compliqué au niveau moteur, donc les mouvements. Apporter les ustensiles à la bouche aussi, donc au niveau de prendre la nourriture. J'ai un petit coco avec lequel je travaillais. C'était extrêmement frustrant pour lui parce que il prenait, par exemple, le yogourt avec la cuillère, mais c'était difficile pour lui au niveau du poignet. Donc, quand il venait, il tournait la cuillère à l'envers et essayait de prendre son yogourt comme ça, mais qu'est-ce qui arrivait? Ça tombait partout. Il pouvait devenir très, très, très frustré. Donc, il a fallu l'aider à comment apporter l'ustensile à sa bouche. Donc, il était capable de le prendre, mais le mouvement était difficile par la suite.
On va donner des petits trucs et des stratégies là-dessus la semaine prochaine. N'oubliez pas de pouvoir, vous pouvez poser des questions dans la boîte questions-réponses parce qu'on va répondre à ces questions-là dans très peu de temps. Donc, vous avez toujours la chance de mettre des questions dans la boîte. Ce qu'on va faire, on va vous parler de ce qui vient par la suite. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir assisté à notre webinaire sur l'alimentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les placer dans la boîte questions-réponses. Il y a encore du temps pour prendre des questions. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans cette boîte-là. On va la vérifier. Mais pour l'instant, j'ai quelques questions. Donc, je vais y aller. Et s'il y en a d'autres qui viennent, on va les prendre à mesure. Donc, première question, c'est mon enfant ne semble pas avoir faim, donc il ne semble jamais avoir faim. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est assez commun. Donc, chez les enfants, je parle des enfants avec lesquels moi j'ai travaillé, bien sûr, mais aussi de façon générale, chez les enfants autistes, des difficultés à exprimer la faim ou à déterminer s'ils ont faim, ça peut être très commun. Ça peut être quoi la cause? Donc, première chose que je dis toujours, c'est de faire vérifier auprès d'un médecin, juste pour être certain qu'il n'y a pas des difficultés là, au niveau de la santé qui pourraient expliquer ça. Mais si je regarde d'un côté en ergothérapie, qu'est-ce que moi je vais me poser comme question? Mais il y a deux choses que je vais me poser. La première, c'est, on a parlé dans les facteurs sensoriels, il y a ce qu'on appelle l'interoception. Donc, c'est, dans le fond, tous les sentiments, des sensations qu'on a à l'intérieur, comment est-ce que l'enfant ou la personne les interprète et les traite, ces informations-là. Donc, l'interoception peut justement être comprendre que quand mon estomac il fait certaines sensations, ça veut dire que j'ai faim et de comprendre que je dois peut-être demander à manger ou de me diriger vers la cuisine. Pour certains enfants, c'est pas de développer cette habileté-là. Et il peut y avoir des difficultés de sensation, de comprendre et de bien sentir ces sensations sensorielles-là. Donc ça peut être une des explications. Une autre, ça peut être, comme on sait, les difficultés de communication. Donc, communiquer mes besoins et de dire que j'ai faim ou de montrer de la nourriture ou de tirer vers la main et amener vers la cuisine. Donc, ça peut aussi être un indicateur donc d'une difficulté de communication qui pourrait nous faire sembler que l'enfant n'a pas faim, mais c'est peut-être plutôt une difficulté de communication. Donc, ça, c'était la première question. Donc, comment est-ce que je sais la différence? Donc, on veut développer. Donc, est-ce que si on montre la nourriture, est-ce que l'enfant réagit, la nourriture préférée? Donc là, on pourrait voir que, OK, c'est peut-être plus qu'il ne peut pas nous communiquer qu'il a faim parce que c'est peut-être pas clair, mais quand il voit de la nourriture, il l'accepte. Super. Ou au niveau de la communication, mais là, c'est de travailler les habiletés de communication et comment est-ce qu'on peut aider l'enfant à nous communiquer lorsqu'il a faim. On va parler plus de stratégie aussi dans notre prochain webinaire, donc n'hésitez pas à y assister. L'autre question, c'est un petit peu plus compliqué. N'hésitez pas encore, si vous avez d'autres questions, on les prend encore. Donc, la question, c'est comment je sais c'est quoi la difficulté? Parce qu'on a noté différentes, dans le fond, facteurs qui peuvent affecter la communication, l'alimentation, les moments de repas et tout ça. Donc, comment je sais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est là qu'il faut faire nos détectives. Donc là, je dis toujours aux parents avec lesquels je travaille, prenez des notes, écrivez des notes, prenez des vidéos même pour démontrer ou voir ce que vous observez. Ça peut énormément vous aider à comprendre ce qui se passe. Donc, par exemple, remarquez, pour faire des hypothèses. Est-ce que c'est le moment du repas? Est-ce que les matins sont plus difficiles ou est-ce que les soirées sont plus difficiles?
pour certains enfants, ça va être plutôt le matin, en se levant, c'est plus compliqué. D'autres enfants, c'est plutôt le soir, parce que là, on peut avoir des difficultés de régulation aussi qui se mêlent là-dedans, parce qu'on est fatigué. Des fois, le repas du soir aussi, tout le monde est à la maison. Des fois, les repas ou les mets présentés, c'est pas des collations, des choses comme ça. Donc, ça peut affecter là, le temps du repas. Donc, à quel moment est-ce qu'on voit des difficultés? Est-ce qu'il y a des comportements perturbateurs? Donc, oui, si oui, on veut regarder qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après, et là, on veut essayer de faire des hypothèses de pourquoi ça se passe. Est-ce que c'est la nourriture qui est présentée, qui est une difficulté? Est-ce que c'est un problème avec on a parlé des différentes choses qui peuvent affecter la taille, la texture, le format, la couleur. Donc, au niveau sensoriel, il peut y avoir des choses. Elle peut être un mélange. Donc, on veut voir, est-ce que je les présente, est-ce qu'il y a une différence? Ou est-ce que ça semble être plus dans l'environnement, ce qui se passe autour? Donc, il faut faire notre détective et prendre des notes. Donc, je mentionne tout le temps ça, là, ça l'aide beaucoup. Une autre chose aussi, qui semble un petit peu banale, mais qui est très aidante, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe quand ça va bien. Ah, parce qu'on peut se baser là-dessus aussi pour voir, OK, bon, on veut faire plus de ce qui va bien et pour aider l'enfant, puis voir qu'est-ce qui fait qu'un repas est plus harmonieux dans le fond. Est-ce que c'est ce qu'on a proposé? Est-ce que c'est l'environnement? Comment est-ce qu'on s'est installé? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu la chance de X, Y, Z? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça va bien? Ça, c'est une autre question là, que je demande tout le temps. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe quand ça va bien et pourquoi, selon vous? Donc, ça, c'est une autre question à se poser comme point de départ. Donc, je n'ai pas énormément de réponses par rapport à ça, mais c'est vraiment de faire le détective et d'apporter ça aussi aux professionnels qui travaillent avec vous dans votre équipe. Ça peut vous aider à faire ensemble un point et voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut apporter comme par la suite solution et soutien. Et la semaine prochaine, non, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, le 21 juin, on va faire la deuxième partie qui est sur, dans le fond, soutenir les moments de repas. On va parler de trucs, on va parler de stratégies, on va parler du journal, on va parler de différentes choses. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et y assister. J'espère pouvoir vous voir à ce moment-là. Donc, en ce moment, je n'ai pas d'autres questions. Donc, je vous remercie énormément d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir assisté à cette première partie du webinaire sur l'alimentation. Merci beaucoup. Bonne soirée.